Bienvenue sur le podcast À la rencontre des doctorants, podcast qui laisse la parole aux doctorantes et doctorants de l'École nationale des ponts et chaussées. Bonjour à toutes et à tous. Au programme aujourd'hui, 2 invités et 2 projets de recherche avec un même outil au cœur de leur réflexion, l'analyse du cycle de vie ou ACV. D'un côté, Thibaut Chevillier, qui est doctorant au laboratoire Navier et au LASTIG. Il explore actuellement comment améliorer les outils d'éco-conception des projets urbains en utilisant les nouvelles opportunités offertes par les maquettes numériques et les données spatialisées urbaines. Son objectif, c'est d'intégrer l'ACV dès la conception des quartiers. De l'autre côté, nous avons Julien Cravero, qui est chef de projet ACV au sein du Co-Innovation Lab. Donc, Julien, tu as commencé à t'intéresser à ces thématiques lors de ta thèse, qui a été soutenue en 2023, au sein du laboratoire Navier, où tu t'es penché sur le rôle de la végétation dans l'atténuation de la surchauffe en ville, avec un focus particulier sur l'analyse du cycle de vie, donc ACV. C'est un acronyme que vous entendrez très souvent, ACV. Donc, on retient dès le début que ça veut dire analyse du cycle de vie. Et du coup, toi, tu t'es penché sur l'analyse du cycle de vie des structures végétalisées. Donc, bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Donc, merci d'être présents avec nous sur ce plateau aujourd'hui. J'ai une première question sur laquelle on ne peut évidemment pas faire l'impasse, car c'est un peu le cœur de vos recherches. Est-ce que vous pourriez nous expliquer en quelques mots qu'est-ce que c'est l'ACV ? Je pense que c'est une question où on va tous les deux un peu intervenir. Ce qui est important de savoir avec l'ACV, c'est que ça couvre en fait plusieurs réalités, 2 réalités. C'est tout à la fois une méthode qui est normée avec des lois et des normes internationales qui définissent son fonctionnement et les sujets qu'elle doit couvrir. Et puis c'est aussi un formalisme qui permet de calculer des impacts à partir d'inventaires de flux d'énergie et de matière utilisés pour un procédé quelconque de notre production, disons, technologique. Et il y a des principes un peu fondamentaux dans l'ACV qui caractérisent cette évaluation environnementale qu'elle constitue. C'est que d'abord, elle est multicritère, c'est-à-dire qu'on cherche à évaluer plusieurs impacts, si possible tous. Il y a une visée un peu d'exhaustivité dans l'ACV, même si on ne couvre jamais tous les impacts environnementaux. Mais l'idée, c'est de pouvoir bien détecter quand on évalue un produit ou un service et qu'on veut comparer, par exemple, 2 produits, de bien faire attention à ce qu'il n'y ait pas de transfert d'impact quand on choisit une solution plutôt qu'une autre. C'est-à-dire que voulant réduire les quantités de gaz à effet de serre que l'on émet, d'un côté, eh bien, on augmente, je ne sais pas, l'acidification de l'océan de l'autre. Voilà. Et puis, par ailleurs, elle est aussi multi-étape, c'est-à-dire qu'elle cherche à caractériser ce produit ou ce service qu'on cherche à évaluer tout au long de son cycle de vie, ce qui donne le nom à la méthode, c'est-à-dire des extractions de ressources primaires qui sont nécessaires pour la fabrication de ce produit ou la réalisation de ce service, jusqu'au traitement de ces matières en fin de vie, au moment où le produit n'est plus utilisé. Donc c'est ce qui caractérise l'analyse du cycle de vie. Il y a un 3e principe peut-être qu'on peut ajouter, c'est que l'ACV à la base, elle était faite pour être comparative. Donc dans une logique d'éco-conception par exemple, le but c'était de comparer 2 produits, alors que de plus en plus on nous demande de réaliser l'ACV d'un produit, comme on dirait le bilan carbone d'un produit, c'est-à-dire de lui donner un score, un impact comme ça de manière absolue, alors que à la base la méthode a été faite pour faire la comparaison de variantes ou d'alternatives. Thibaut, je vais m'adresser à toi. Donc, tu travailles à l'intégration de l'ACV dès la phase de conception des projets urbains. Pourquoi est-ce que c'est important de penser à ces impacts aussitôt dans le processus ? C'est une question compliquée, mais peut-être d'abord définir ce qu'est un projet urbain. Est-ce que c'est une phase amont ou d'être tôt dans le processus de conception d'un projet urbain ? Un projet urbain, ça couvre des réalités hyper diverses. C'est un peu un mot fourre-tout qui désigne aujourd'hui à peu près n'importe quelle action sur la ville. C'est-à-dire qu'il y a des projets urbains qui constituent juste à remplacer les bordures de trottoirs et à faire un rond-point. Et aujourd'hui, c'est appelé projet urbain, notamment par les maires. Et donc, ça permet de dire une première chose sur le projet urbain, c'est que c'est avant tout une démarche qui est, presque marketing. En tout cas, c'est d'abord un objet qui doit être communiqué.
Donc c'est un outil pour un aménageur, que ce soit un maire ou une collectivité plus grande que ça, qui a besoin de montrer qu'à un endroit, quelque chose est fait, des investissements sont faits pour améliorer le cadre de vie des gens ou remplir des objectifs de logement, d'activité économique ou de création d'emplois. Et puis ensuite, on peut quand même dire que globalement, quand on parle de projet urbain, et en tout cas dans ma thèse, on va essayer de parler de la création de petits morceaux de ville au sein d'un tissu urbain déjà constitué ou pas, et où on va venir ajouter des bâtiments avec une certaine diversité programmatique, c'est-à-dire qu'on considère qu'un projet urbain, c'est plus grand qu'une opération de bâtiment. Donc on va considérer qu'on a des bâtiments qui ont des programmes différents, c'est-à-dire on va construire un peu de logement, mais un peu de bureaux, un peu de commerce. Et puis on va construire les infrastructures de la ville qui sont nécessaires avec, les routes, les espaces verts, comme on les appelle, les réseaux, etc., etc. Donc toi, en fait, dans ta thèse, tu vois le projet urbain plus sous forme de quartier, c'est ça ? C'est ça, c'est-à-dire que c'est l'échelle du quartier qui nous intéresse, d'ailleurs Julien et moi en grande partie, et c'est une échelle, disons, qui est importante parce que c'est à cette échelle-là que se prennent beaucoup des décisions qui vont conditionner la réalité matérielle et physique de la ville derrière, tout au long de la conception des projets. Il faut dire quand même que c'est important d'être tôt dans le processus de conception avec ces questions-là, parce que une fois qu'on a établi un équilibre financier, parce qu'un projet urbain en France se développe comme ça, c'est-à-dire qu'un aménageur a des besoins minimaux à remplir sur un territoire, mais il va surtout adapter ce qu'il va réaliser aux ressources disponibles. Et ces ressources-là, elles peuvent beaucoup changer avec le temps, avec les conjectures économiques, et il va faire avec. Et donc, à ce moment-là, on peut prendre des décisions qui conditionnent tout le reste. Par exemple, si on décide de faire une opération qui va coûter très cher, et ben derrière, on va devoir compenser en vendant des terrains le plus cher possible à des promoteurs. Et pour le vendre le plus cher possible, on va devoir autoriser des grandes densités et des qualités bâties moindres. Et donc, des décisions qu'on prend très en amont, qui peuvent être parfois très programmatiques, ou c'est juste des quantités de surface, ou bien des logiques de quartier, eh bien, ça va conditionner la réalité matérielle et physique de tout le reste au travers du bilan de zones d'aménagement que ça va générer. Et du coup, pour réaliser tout ça, tu utilises des maquettes numériques et des données spatialisées. Donc concrètement, qu'apportent ces outils à l'ACV et aussi comment peuvent-ils améliorer la prise de décision des urbanistes et des architectes ? J'utilise surtout des géodonnées. Donc peut-être pour préciser, le terme maquette numérique, c'est un terme lui aussi un peu flou et un peu vague qui recouvre beaucoup de réalités. On peut parler globalement de beaucoup de données disponibles qui parfois sont des données géométriques mais qui ont une coordonnée spatiale. C'est-à-dire c'est des données qui peuvent être de tout ordre, sur l'énergie, sur la forme des bâtiments, sur ce qui constitue leurs parois. Voilà, c'est ce genre de données. Et puis ils vont être repérés dans l'espace. Et donc grâce à ces données, ce qu'on espère faire, en tout cas ce que j'espère faire, c'est par exemple avoir une idée de ce que serait un bâtiment quelque part, quand bien même pour l'instant je n'ai rien décidé de sa géométrie et de sa matérialité. Donc quand un aménageur dit je vais créer 5000 m² de bureaux ici, eh bien pour l'instant il n'y a aucun dessin architectural, il n'y a aucun architecte désigné qui peut me dire quelle va être la forme de ce bâtiment, quelles vont être les quantités de matière utilisées. Et par exemple, un usage que j'ai des géodonnées, c'est que je prends les stocks de matière contenus dans les bâtiments récents et j'essaye de me dire, OK, si un bureau est créé à cet endroit-là, eh bien, il aura telle quantité de matière par mètre carré. Et pour calculer ce telle quantité de matière, ce qu'on appelle une intensité matière ou une intensité énergie, eh bien, là, j'utilise des géodonnées pour voir, dans le contexte local, quelles sont les quantités de matière et d'énergie utilisées usuellement pour construire un bureau. Donc ça, c'est une première manière de faire, mais après, on peut aussi avoir des maquettes numériques au sens où on l'entend peut-être plus couramment, où on a une visualisation 3D finalement de notre quartier, on sait le dessiner géométriquement, et alors là, ça nécessite d'avoir un dessin, donc on ne peut plus vraiment être en phase très amont du projet, on est obligé d'être dans un moment du projet où on a déjà des intentions bien définies, et un dessin et une géométrie qui lui correspondent. Et dans ce cas-là, on peut commencer à dessiner ce projet en 3D dans des logiciels de simulation énergétique, par exemple, et ça va nous permettre de préciser la demande et les besoins en énergie, par exemple, du quartier. Donc, en gros,
Les deux rôles des géodonnées dans le travail que je fais, c'est éventuellement réduire les incertitudes sur ce qu'on peut quantifier au ratio ou qu'on arrive déjà à quantifier comme l'énergie, et puis essayer de représenter des choses qui sont encore très floues en essayant de caractériser des procédés génériques de fabrication du bâti. Pour ajouter quelque chose sur les géodonnées, donc on travaille avec Florent Jacquineau du LASTIG, qui est un laboratoire de l'ENSG, donc de l'École nationale des sciences géographiques et de l'IGN. Donc c'est des géomaticiens qui ont l'habitude de travailler avec ce type d'objets. Et donc par exemple, ce qu'on pouvait faire avec Florent, c'était regarder les masques solaires qu'on peut mettre autour d'un bâtiment. Donc par masque solaire, Ce que vous entendez par masque solaire. c'est de la végétation par exemple, ou les bâtiments environnants vont faire de l'ombre aux bâtiments. Donc en hiver, on va avoir besoin de plus de chauffage et en été de plus de climatisation. Donc ensuite, on traduit ces gains en termes d'impact environnementaux. Donc on fait l'ACV de ces consommations et on voit l'effet des masques solaires sur les consommations du bâtiment. Donc comme ça, on a un modèle un peu plus fin pour ce qui est des consommations. Et le fait d'avoir géolocalisé le bâtiment permet aussi d'utiliser un fichier météo spécifique à la zone qu'on étudie et permet aussi de regarder la météo qu'on pourrait avoir peut-être en 2050 ou en 2100, donc en modifiant un peu les fichiers météo pour essayer d'avoir une approximation du climat futur. Donc, si je reviens à toi, Thibaut, est-ce que tu as déjà pu tester tes outils ou bien tes méthodes sur des cas d'études concrets ? Alors oui et non, c'est-à-dire que je suis en fin de deuxième année et donc pour l'instant les cas d'études ils me servent surtout à faire des preuves de concept et ils ne sont pas tellement appliqués au sens où ils disent rien d'un potentiel outil d'aide à la décision qui pourrait émerger de mon travail. Mais par exemple, je me suis intéressé à une zone d'aménagement concerté, ZAC, la ZAC Paris-Rive-Gauche, une ZAC très connue parce que c'est celle qui contient la Bibliothèque nationale de France, la Bibliothèque François Mitterrand. Et donc c'est un des plus gros projets urbains de la fin du XXe siècle. Et donc il est assez caractéristique de ce qu'est un projet urbain parce que il contient des bâtiments de typologie très différentes, des grands équipements publics, des logements, des bureaux. Et puis, il a été soumis à beaucoup de variations de programmes. Et donc, par exemple, je me suis amusé à voir si en appliquant mes premiers modèles simples, j'aurais pu rétrospectivement aider à la décision entre les différents scénarios envisagés. Et il est à noter que c'est un projet dont les variations de surface programmatique ont été énormes. En fait, au début, c'était vraiment conçu comme un quartier d'affaires avec une grande autoroute qui reliait la BNF au périphérique. Et puis, grâce, je dirais, ou en tout cas du fait de la mobilisation habitante, il y a eu une grande diminution des surfaces de tertiaire pour rendre le quartier beaucoup plus résidentiel, faire la part belle à des espaces verts, donner aussi plus d'espace à l'université Paris Diderot, et puis faire la part belle aussi à la rénovation et à valoriser des espaces issus du patrimoine industriel. Et donc, ce qu'il est intéressant de voir, c'est que, en fait, il y a plein de questions qui se posent déjà avec des cas d'études comme ça, où on a pourtant pas mal de données parce qu'ils sont déjà réalisés. Il y a plein d'incertitudes, et c'est ça qui m'a intéressé dans mon travail, c'est se mettre dans un contexte où on aurait des comparaisons à faire tout en étant incertain de plein de choses, et savoir si ces incertitudes, elles étaient trop grandes pour que toute comparaison soit possible, ou bien si on savait les restreindre à une zone, disons, raisonnable, qui permettrait de comparer les scénarios et donc d'aboutir à des décisions éclairées par des analyses environnementales. Ce qu'il est intéressant de voir aussi, c'est que, disons que c'est des projets qui n'ont absolument pas eu besoin de l'outil d'analyse des impacts environnementaux pour prendre des décisions, et qu'en fait, c'est un critère qui n'était pas là, et les décisions se prenaient quand même. Et en fait, ce qu'on analyse bien, c'est que pour l'instant, l'aménagement des villes peut très bien se passer d'analyse d'impact environnemental, et ça, c'est un des sujets, c'est comment on fait infuser une culture de la mesure des impacts dans un champ qui est habitué à complètement faire fi de cette question, ou alors sur un mode beaucoup plus local. On va se soucier, par exemple, des espaces végétalisés déjà présents, une attention portée
à la faune et la flore déjà présentes sur site. Voilà. Donc c'est des vraies questions. Comment on fait exister la quantification des impacts indirects, qui est le propre de l'ACV, dans un champ qui se soucie plutôt de son impact immédiat sur l'environnement. Voilà. Julien, est-ce que tu veux ajouter quelque chose ? Non, mais un point que soulevait Thibaut, qui est intéressant aussi, c'est sur la mesure des impacts. On est aussi dans un domaine où ça peut être très dur de mesurer quelque chose. Par exemple, en ce qui concerne les gaz à effet de serre, on commence à avoir des mesures dans lesquelles on a confiance et qui sont assez fiables sur la quantité de gaz à effet de serre qu'on peut émettre mondialement dans l'atmosphère. Mais pour des impacts qui sont plus localisés, comme par exemple, on peut penser, je ne sais pas moi, à de l'eutrophisation, ce qui peut donner des blooms d'algues vertes en Bretagne, par exemple. Et donc, les modèles d'ACV, en fait, nous donnent des impacts mondiaux, de flux, par exemple, de phosphates qui sont émis à travers le monde entier, alors que nous, on aurait besoin de mesures très spatialisées, c'est ça, très fines, au niveau d'un département comme la Bretagne. Et donc, ça donne des comparaisons entre des mesures et le modèle assez délicates. Je rebondis aussi pour dire qu'il y a un principe fondamental en ACV d'agrégation des flux qui sont analysés. C'est-à-dire qu'une grande hypothèse simplificatrice de l'ACV, c'est que quand on étudie un produit et qu'on veut donc considérer tous les flux, ce qu'on appelle des flux élémentaires, c'est-à-dire les extractions directes et émissions directes vers notre environnement, quand on veut comptabiliser tout ça tout le long du cycle de vie, on va se simplifier la tâche en agrégeant tout ça. Si bien que si, par exemple, j'extrais du sable parce que j'en ai besoin pour faire mon produit, que je l'extrais maintenant pour produire ce produit ou que j'en extrais, je ne sais pas, à sa fin de vie parce que j'ai encore besoin de sable à ce moment-là pour je ne sais quelle opération, eh bien, ces quantités de sable elles vont être agrégées et on va considérer qu'on les prend dans la nature maintenant et on va caractériser l'impact de cette extraction maintenant avec ce qu'on appelle un facteur de caractérisation, c'est-à-dire une manière de relier cette extraction à un impact environnemental qui sera unique et qui est déterminé avec ce qu'on sait aujourd'hui de l'état de notre environnement. Et donc, on voit que faisant cette hypothèse d'agrégation et dans l'espace et dans le temps de nos flux élémentaires, eh bien, l'ACV est a priori pas du tout faite pour de l'analyse à des niveaux spatiaux et temporels très précis. Et donc, il y a tout un champ de la recherche qui cherche à régionaliser et temporaliser les ACV pour essayer finalement de désagréger ces flux pour leur laisser leurs coordonnées spatiales et temporelles et voir si on peut, comme ça, avoir des impacts plus précis. Mais c'est vraiment de la recherche en cours et c'est très dépendant de la donnée disponible. Donc, pour l'instant, il n'y a pas de résultats particulièrement probants. Très bien, merci beaucoup. Maintenant, je vais passer à toi, Julien. Ta thèse abordait l'analyse du cycle de vie d'un mobilier urbain végétalisé. Pourquoi avoir choisi cet objet d'étude ? Oui, alors en fait, la thèse portait d'abord sur comment est-ce que la végétation peut permettre de rafraîchir l'air en ville ou d'améliorer le confort thermique des gens en ville. Et donc par végétation, on pouvait penser à des arbres, de la pelouse, des murs végétalisés, tout un tas de choses. Et ce qu'on a voulu faire, c'était de regarder comment la végétation évapotranspirait, donc évaporer de l'eau, parce que ça joue dans le bilan thermique. Et dans ce cadre-là, on a construit un grid shell en matériaux composites, donc une structure légère, qui servait de support à des plantes grimpantes. Et c'est cet objet qu'on a pesé. Donc comme ça, on avait au fil du temps, sur plusieurs mois, la baisse de masse qui correspondait à de l'évaporation d'eau. Et de temps en temps, quand il pleuvait, on gagnait 50 kilos. Et donc voilà, c'était ce prototype dont on a fait aussi l'analyse de cycle de vie, en se disant si jamais c'est cet objet dont on se sert comme mobilier urbain, il peut peut-être apporter un bénéfice s'il fait un peu d'ombre, mais quel est son coût environnemental. Donc l'idée, c'était un peu d'avoir cette balance entre un gain environnemental et un coût environnemental. Et ce dont on s'est aperçu en faisant ça, en fait, c'est que même le gain environnemental n'était pas aussi évident que ce qu'on pouvait penser. C'est-à-dire qu'on voit souvent la végétation... D'un bon œil ? Oui, d'un bon œil. On se dit que la végétation, c'est forcément bien pour la biodiversité, que ça améliore la qualité de l'air, que ça rafraîchit.
et en fait que ça retient les eaux pluviales par exemple. Et il y a certains points sur lesquels c'est tout à fait correct, et d'autres où l'effet est beaucoup plus faible que ce qu'on pouvait penser. Et donc par exemple sur le fait que la végétation puisse lutter contre l'îlot de chaleur urbain, c'est-à-dire baisser considérablement la température de l'air en ville. En fait, on s'est rendu compte que c'était peu le cas. C'est-à-dire qu'un arbre d'alignement, par exemple, change très peu la température de l'air. Il permet de faire de l'ombre, et donc ça fait un meilleur confort thermique aux piétons qui passent dessous, ce qui est déjà très bien. C'est-à-dire qu'on reçoit beaucoup moins de rayonnement solaire, et donc on a une sensation de frais. Mais en fait, sur la température de l'air même, ça a très peu d'impact. Ça peut rafraîchir un peu l'air, ça peut même le réchauffer un peu, mais en tout cas, l'impact va être très faible. C'est comme si on mettait un tout petit climatiseur ou un tout petit radiateur en plein air, et va peu être ressenti. Ce qui va être ressenti, en revanche, c'est le gain en confort thermique, parce qu'on est à l'ombre, tout simplement. Tout simplement. Ça me fait penser à un doctorant qu'on a interviewé il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Matteo Migliari. Je ne sais pas si vous le connaissez. Il est dans le même laboratoire. Voilà, tout simplement. Bon, donc, si jamais les auditeurs sont intéressés, ils peuvent aller écouter le podcast de Matteo qui s'appelle « Adapter les villes à un climat qui se réchauffe ». Donc, je continue. Julien, depuis ta thèse, tu as travaillé sur plusieurs autres projets, toujours sur l'analyse du cycle de vie, mais en tant qu'ingénieur de recherche cette fois-ci. Tu peux nous en parler un petit peu? Alors, depuis la thèse, j'ai d'abord travaillé sur de l'ACV d'ouvrages d'art, donc sur un outil qui s'appelle Siogène, avec Tiffany Desbois du CEREMA à Saint-Brieuc, et qui utilise une base de données qui s'appelle Diogène, qui est pilotée par Adélaïde Ferraille au laboratoire Navier. Et donc le but, c'était d'avoir des ACV de ponts, de pouvoir comparer différents ouvrages en béton ou des ouvrages mixtes en acier-béton, de voir ce qui était le mieux, et de voir quels éléments du pont contribuaient le plus aux impacts environnementaux. Voilà, pour avoir une idée plus précise des ouvrages d'art français et de la manière dont les ouvrages d'art français peuvent être conçus pour avoir moins d'impact environnemental. Et ensuite, j'ai travaillé sur le projet CityFab, donc avec Florence Jacquinot du Lastig, et avec la commune de Los Angoel. Qui se trouve où? C'est juste à côté de Lens. Et donc, ils voulaient voir comment est-ce que l'ACV pouvait les aider dans la vie de tous les jours. Qu'est-ce que c'était que des données géospatialisées? Et donc, comme cas d'étude, on a pris une médiathèque à Los Angeles qui devait être rénovée, en prenant en compte donc les masques solaires qui étaient autour, et en faisant ensuite des simulations thermiques dynamiques et de l'ACV pour voir différentes manières dont on pouvait rénover thermiquement cette médiathèque. Très bien. Donc, je termine en vous posant une question pour tous les deux cette fois-ci. Donc, vos deux travaux montrent bien que l'ACV peut s'appliquer à des échelles très différentes, donc par exemple du quartier à l'objet. Est-ce que vous pensez qu'il faut adopter des méthodes ACV à chaque échelle, ou bien on peut tendre vers une approche un peu plus intégrée? Oui, la question de l'échelle, elle se pose déjà énormément en ACV. Ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'il y a plusieurs manières de faire de l'ACV, et ça pose déjà beaucoup de questions. Il y a une approche, et on n'aime pas les termes, mais bon, on les utilise quand même, une approche plus bottom-up qui cherche à considérer, par exemple, qu'un produit ou un procédé est en fait un composite de plein de petits procédés plus petits que lui. Donc, et on agrège comme ça, on monte en échelle en agrégeant des procédés de plus petite échelle. C'est ce qu'on appelle une ACV basée sur les procédés. Et puis, il y a une autre manière qui est plus top-down, où on va utiliser des tables input-output, où en gros, c'est surtout des données macroéconomiques, par exemple à des échelles nationales ou parfois subnationales, ou au contraire à plus grande échelle, où en fait on va très bien identifier pour une nation, par exemple, quels sont les flux économiques des différents secteurs de l'économie. Et on va faire l'hypothèse que ces flux économiques correspondent à des flux de matière et d'énergie, et donc à des impacts environnementaux. Et donc comme ça, on va pouvoir qualifier des impacts environnementaux de secteurs entiers de l'économie, et où quel est l'impact de l'extraction d'un matériau particulier. Et donc, en fait, ces deux approches, elles ont des résultats qui sont en général assez radicalement différents.
c'est très dur de croiser les deux méthodes. Il y en a beaucoup qui s'y essayent avec plus ou moins de succès. Une des difficultés, c'est que ça fait intervenir des données économiques, donc très fluctuantes, et qu'on a du mal à rattacher à des flux physiques avec une grande fiabilité. Mais globalement, quand on s'amuse à comparer les deux, il y a quelques papiers de la littérature qui le font, on trouve des très grands écarts avec une approche descendante input-output qui a des résultats bien plus grands d'impact que l'approche qui cherche à remonter par la description exhaustive des procédés utilisés. Et donc ça laisse entendre qu'en fait, le problème de la CV par procédé, c'est probablement qu'elle loupe des impacts, parce qu'en fait c'est très dur de décrire exhaustivement tous les procédés auxquels on a fait appel pour faire un produit ou rendre un service. C'est très dur d'être exhaustif. Et plus on creuse, plus on peut trouver des nouveaux procédés qu'on avait oubliés. Et au contraire, l'input-output, lui, il va avoir des problèmes d'allocation. C'est-à-dire qu'on peut dire que la France a un secteur du bâtiment qui a vu tel flux financier ou tel flux de matière qui lui est attribuable. Mais c'est beaucoup plus dur de dire, dans ce secteur de la construction, c'est tel département et même plus, c'est tel projet qui est responsable de l'impact. Donc c'est très dur comme ça d'allouer. Et puis même, il y a plein d'hypothèses qui sont basées sur des allocations économiques et donc auxquelles on fait une confiance toute relative. Et donc, a priori, l'input-output est plus exhaustif et nous donne l'impact en entier, mais on ne sait pas redescendre à l'échelle des procédés qu'on souhaite évaluer. Et l'approche par procédé, on sait caractériser des produits spécifiques, mais probablement qu'il y a un problème d'exhaustivité. Et donc, cette question de l'échelle en ACV, elle se pose déjà. Et du coup, la question, est-ce qu'il faut adapter ces méthodes CV à chaque échelle ? C'est plutôt comment on arrive à lier les échelles, à les comparer éventuellement, donc à faire des comparaisons en faisant différentes approches, comment on fait converger éventuellement les résultats pour que l'une soit de plus en plus exhaustive et l'autre qu'on arrive à descendre en échelle. Et du coup, est-ce qu'il faut ? Je ne sais pas. En tout cas, c'est des questions méthodologiques avant d'être des questions, disons, utilitaires. Voilà. Nous arrivons déjà à la fin de ce podcast. Merci beaucoup à tous les deux. On vous souhaite une bonne continuation dans vos parcours respectifs. Merci beaucoup. Merci. Quant à moi, je vous retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode du podcast À la rencontre des doctorants, à retrouver sur la revue numérique de l'École nationale des ponts et chaussées, ingenius.écoledesponts.fr.